le chapitre 6. Donc ça, c'est le chapitre dans lequel on va planifier toutes les activités et tout ce qu'on a par rapport au système de management. Parce qu'après, on n'aura qu'à fournir les ressources et à réaliser ce qu'on a planifié. Donc, j'espère que vous pourriez, Inch'Allah, bien suivre et comprendre cette partie. Parce qu'il y a des notions nouvelles qui n'étaient pas dans les anciennes versions et qui nécessitent d'être bien comprises. Alors, on commence par les généralités. C'est la détermination des risques ou opportunités. Ça veut dire un risque et opportunité. Un risque, c'est une activité qui pourra avoir des conséquences un petit peu négatives par rapport à notre système. Et opportunité, c'est activité activité ou décision ou autre chose qui pourra nous donner un plus, un avantage par rapport à notre système. Donc, l'organisme, il doit déterminer les risques et opportunités liés à ses aspects environnementaux, bien sûr. Donc, on va parler tout de suite, ça veut dire un aspect environnemental, à ses obligations de conformité, comme on a vu, légales et celles des parties intéressées. Et bien sûr, il est lié aux autres enjeux et exigences, globalement. Donc, on doit établir les accents à mettre en œuvre face aux risques et aux opportunités. C'est ça ce que le chapitre 6.1 exige. Donc, on doit définir les risques et opportunités et on doit mettre en œuvre les accents face à ces risques et face à ces opportunités. Et j'explique pourquoi les opportunités également, ils ont besoin d'avoir des accents. Parce que généralement, dans les sociétés, on prend en considération les risques. Parce que le risque, c'est une menace. Donc, c'est une chose négative. Mais les opportunités, c'est positif, c'est là, mais personne ne fait aucun accent pour profiter. Alors que c'est une notion, elle est assez importante que les risques. Donc, il faut prendre en considération notre domaine d'application, les besoins et les attentes de parties intéressées. Donc, il faut également, dans la planification, identifier les situations d'urgence potentielles, toujours en parlant de l'environnement. Donc, on ne parle pas de système de management de la qualité ou santé ou sécurité des employés. On parle de l'environnement, c'est-à-dire les situations dangereuses qui pourront avoir un impact négatif dangereux sur l'environnement. Donc, en plus, bien sûr, dans ce chapitre, pour pouvoir planifier, il faut documenter les informations. Donc, ce chapitre, il est nécessaire d'être documenté. C'est un processus documenté exigé par la norme. Donc, on passe aux notions importantes. Et la première notion nouvelle et importante dans ce chapitre, c'est la notion aspect et impact. Est-ce que quelqu'un parmi les participants pourra nous expliquer la différence entre aspect et impact environnemental? Donc, en attendant d'avoir les réponses, je vais expliquer un petit peu qu'est-ce qu'il faut faire. Oui. Madame Niamet, juste par rapport à votre caméra, si vous pouvez la désactiver pour mieux améliorer la qualité de la présentation, parce qu'on reçoit des commentaires. Vous pouvez la désactiver si ça ne vous pose pas de problème. Et on continue à revoir la présentation. Une fois que vous avez terminé la présentation, vous pouvez réactiver la cam pour conclure avec nos participants. D'accord. Donc, je pense que maintenant, ça va? Oui. D'accord, parfait. Donc, s'il n'y a pas de commentaires par rapport à ma question concernant la différence entre aspect et impact, je continue. Donc, parce qu'il y a beaucoup de slides qui expliquent cette partie et je commence par les exigences de la norme. La norme, dans ce chapitre, elle exige d'identifier tous les aspects environnementaux, y compris les conditions anormales et les situations d'urgence. Bien sûr, les situations anormales prévisibles. Si ce n'est pas prévisible, on ne pourra pas savoir. Donc, l'aspect qu'on génère à travers notre activité industrielle ou activité de service ou autre doit être identifié. Donc, on doit identifier et mettre à jour, bien sûr, les aspects maîtrisables. Pourquoi mettre à jour? Parce que aujourd'hui, je suis en train de pratiquer une activité, par exemple, d'assemblage. Demain, je vais ajouter l'activité de, je dis n'importe quoi, de soudage. Donc, cette activité, elle a des aspects, elle a des impacts. Donc, je dois toujours identifier et mettre à jour mes aspects. C'est-à-dire, périodiquement, l'entreprise doit fixer des intervalles réguliers où il va revoir les aspects et les impacts. Donc, on doit également identifier les impacts de ces aspects.
On doit hiérarchiser globalement les aspects et les impacts, c'est-à-dire hiérarchiser, c'est-à-dire classer par ordre d'importance. Parce que ce n'est pas tous les aspects sont significatifs et ce n'est pas tous les impacts sont négatifs. On a parfois des impacts positifs sur l'environnement et on va citer des exemples. On doit prendre en considération les changements d'activité, changements d'aspect, changements des parties intéressées, etc. On doit communiquer en interne sur ces aspects et on doit bien sûr tenir à jour les informations documentées. Toute la partie 6, c'est un processus documenté. Rentrons un petit peu dans les détails. Donc, cette analyse, elle ne pourra pas être effectuée sans prendre en considération la perspective cycle de vie. Cycle de vie, bien sûr, de nos produits. Pourquoi le cycle de vie il est important? On a dit toujours que le cycle de vie, il commence par la matière première et finit par la fin de vie de ce produit. Donc, si on parle de matière première, on parle de ressources naturelles. Donc, l'activité qui consiste à consommer les matières premières, ça, c'est un aspect qui aura des impacts. Donc, concentrons d'abord sur les aspects. Donc, les ressources naturelles, c'est un aspect relatif à la matière première parce que tout produit commence par la consommation de la matière première et sa transformation. Donc, quand on fabrique un produit, on transforme ces ressources et on consomme de l'énergie. On consomme de l'énergie électrique, on consomme peut-être du gaz, on consomme du pétrole, on consomme beaucoup de sources d'énergie. Et on génère, au cours de fabrication, on génère des déchets. Tout ça, ce sont des impacts, des aspects qui ont des impacts sur notre système de management. Ensuite, après la fabrication, on a le transport. Donc, le transport, il a un impact. L'impact, c'est les rejets atmosphériques polluants, parce que l'aspect, c'est le rejet atmosphérique. Le bruit, c'est un aspect. Mais si il est sorti du contexte négatif, positif, donc il devient un impact significatif. On a la distribution qui consiste à consommer l'énergie pour le stockage, la distribution, etc. On a l'utilisation, donc au moins on a les déchets d'emballage si on utilise le produit chez nous. Et en fin de compte, on a la fin de vie qui pourra polluer notre environnement. Donc c'est pourquoi il est très important de prendre en considération, quand on analyse les aspects et les impacts, prendre en considération la notion de cycle de vie de notre produit. Parce que ici, il y a beaucoup d'aspects qui pourront être significatifs et qui doivent être pris en considération. Toujours dans le contexte de la fabrication. Donc, on a des éléments d'entrée qui sont les ressources, l'énergie, les matières premières, etc. Donc, pour transformer tous ces éléments d'entrée en éléments de sortie, on a besoin de consommer davantage de l'énergie, on a besoin de stocker, on a besoin de transporter, on a besoin d'avoir des déchets parce que pour pouvoir finaliser le produit, on aura certainement des revues, on aura certainement des rejets normaux. Donc, et puis à la fin, pour pouvoir consommer ce produit, on a des déchets, on a des rejets parfois dans l'eau, on a des rejets atmosphériques et on a des déchets solides, etc. Donc, tout ça, c'est l'analyse et l'identification des aspects environnementaux. Donc, prenons en considération tous les éléments d'entrée, toutes les activités de transformation de notre produit et tous les éléments de sortie jusqu'à la fin de vie de notre produit pour pouvoir identifier les aspects environnementaux. Je vais être plus claire. Donc, ici, un exemple des aspects. Donc, on a les déchets, l'eau, l'air, l'énergie, bruit. Tout ça, ce sont des activités qui sont relatives à notre fabrication. Donc, déchets, on produit des déchets. On a des déchets de fin de vie, bien évidemment. Pour l'eau, on a des rejets des eaux de processus parce qu'il y a pas mal de processus de fabrication qui utilisent de l'eau. Et après, à la sortie, on a de l'eau chaude,
ou bien des eaux usées. On a la consommation de cette eau, parce que l'eau, c'est une ressource naturelle qui devient de plus en plus rare. On a l'air, par exemple, comme aspect environnemental. Donc, si on a de la peinture, on a l'aspect, c'est l'inhalation de cette peinture par les employés ou les rejets atmosphériques. On a le transport qui émane des fumées, bien sûr, bien évidemment, qui sont remplis par des particules polluantes. Donc, on a l'énergie. L'aspect ici, c'est la consommation d'électricité dans les processus de fabrication ou bien dans le processus de stockage ou de transport. On a par exemple le pétrole, le gaz et les différentes énergies renouvelables ou non renouvelables qu'on utilise. Et on a aussi le bruit. Ça, ce sont les exemples principaux des aspects environnementaux qu'on a dans les industries. Ces aspects, ils ont forcément un impact, que ce soit positif ou négatif. Mais prenons les impacts négatifs. Par exemple, les déchets, ils causent une pollution des sols parce que si les déchets sont de type solide, métal, plastique, etc., donc ils ont tendance à polluer le sol parce qu'on n'arrive pas à se débarrasser de plastique jusqu'à je ne sais pas combien de centaines d'années. On a une diminution des ressources. On a la production d'emballage qui a un impact environnemental très négatif parce qu'en fin de compte, l'emballage n'est pas utilisé. L'eau, par exemple, il a comme impact la pollution de la nappe phréatique. Si on a des rejets liquides, par exemple, et que les industries ont tendance à rejeter dans les rivières et bien sûr dans les océans. Donc, on a une diminution de ressources. Donc, la ressource ici, c'est la vie aquatique. Donc, on a une détérioration de la qualité de l'air si on parle de l'impact de l'air. On a un effet sur la santé, on a l'effet de serre, c'est l'effet le plus important et significatif de notre Terre. Donc, de plus en plus, on a des émissions de CO2, des émissions polluantes, donc on a l'effet de serre et l'ozone, etc. Donc, pour l'énergie, c'est toujours l'impact négatif, c'est la diminution des ressources énergétiques, surtout les ressources énergétiques non renouvelables. Et on a bien sûr au bruit, par rapport au bruit émanant des machines et des transports, on a des nuisances sur le voisinage. Donc, il faut faire attention parce que le bruit, c'est un impact environnemental significatif. On parle actuellement de la pollution sonore. Donc, le bruit, ce n'est pas rien. C'est un aspect environnemental qui a un impact important qu'on doit prendre en considération. Donc, j'espère que ces deux tableaux, ils pouvaient clarifier un petit peu la notion d'aspect et impact. D'accord? Donc, si vous avez surtout des questions dans cette partie, n'hésitez pas, parce que ça, c'est une partie très importante. Anna, je vais après poser des questions par rapport à des activités pour savoir si vous avez bien appréhendé la notion d'aspect et la notion d'impact. Donc, l'aspect, c'est toute activité qu'on fait et l'impact, c'est la conséquence, c'est le résultat, que ce soit positif ou négatif. D'accord? Donc, la norme, il demande non seulement l'analyse des aspects et des impacts, mais l'hiérarchisation de ces aspects, c'est-à-dire de déterminer les impacts et les aspects environnementaux significatifs. Ici, c'est juste un exemple comment on pourra hiérarchiser, c'est-à-dire faire une cotation, une classification par ordre de mérite de ces aspects. Donc, prenons par exemple ce tableau. Donc, cette entreprise, elle a opté pour 3 ou 4 critères pour déterminer si l'impact est significatif. D'abord, son importance, si jamais on prend une échelle de 1 à 5. Donc, 1, c'est impact ou aspect non significatif ou faible. Et 5, c'est impact très significatif, majoritairement. Donc, par exemple, ici, on prend un impact de pollution de l'air. Donc, une société qui ne produit pas de fumée, donc une société clean, comme par exemple le secteur automobile généralement, où on a des procédés clean, c'est-à-dire ils ne génèrent pas de pollution. Donc, l'importance de cet aspect ou de cet impact, il n'est pas important, il a donné 1. Donc, on le maîtrise parce qu'on a des moyens
pour contrôler, pour surveiller, pour filtrer de l'air, etc. La sensibilité de notre environnement par rapport à cet impact, c'est 5, parce que la pollution de l'atmosphère, elle est très importante et notre environnement, elle est très sensible parce que la pollution atmosphérique, il impacte tout le monde, que ce soit des êtres humains, que ce soit des animaux, que ce soit la flore et la faune, tout ce qui nous entoure, il est impacté négativement par la pollution atmosphérique. Donc, cette société, elle a donné 5. Et après, on voit la partie réglementation. Est-ce qu'on est conforme ou non conforme? Est-ce que c'est applicable ou non applicable? Par exemple, ici, on est non conforme par rapport à nos émissions atmosphériques. Ça, c'est juste un exemple. Donc, pour calculer l'indice d'impact, on fait le total de l'importance fois la maîtrise fois la sensibilité. Il a donné un indice d'impact de 5. Donc, maintenant, c'est à chaque entreprise de déterminer l'indice d'impact. Si jamais je détermine l'indice d'impact, c'est à partir de 5, donc là, c'est un aspect ou impact significatif pour lequel je dois agir. Si je détermine l'indice, c'est à partir de 8 par exemple, donc ça c'est un aspect à prendre en considération, mais ce n'est pas significatif. Ça ne nécessite pas un plan d'action. D'accord? Donc ça me rappelle un petit peu la matrice de cotation des risques dans le système de santé et sécurité. C'est la matrice, la fameuse matrice avec de rouge, jaune et partie verte, où on a les indices d'importance et d'hiérarchisation des risques. Donc c'est la même notion. D'accord? Donc, ici, les critères de l'importance, la maîtrise et la sensibilité de l'environnement et également l'aspect réglementaire, c'est juste un exemple. Chaque entreprise doit déterminer les critères sur lesquels il va se baser pour déterminer le seuil. D'accord? Donc, je pense que j'ai assez expliqué les impacts et les aspects. Donc, j'ai beaucoup tardé sur cette notion parce que c'est la notion la plus importante. C'est à partir de cette analyse globale des aspects et des impacts qu'on aura la construction de notre système de management environnemental. C'est là qu'on va déployer et développer des plans d'action. D'accord? Donc, après... Madame oui. Petite question de Madame Wissal Mahjour. Est-ce qu'il y a une échelle pour le calcul du facteur de chaque paramètre, selon ce que vous avez démontré? Une échelle de calcul de quoi, s'il vous plaît? Je reformule la question de Madame Wissal. C'est le 1 et le 5. Est-ce qu'il y a un tableau de cotation pour l'importance, la maîtrise, la sensibilité, selon la norme ISO 14001? Non, la norme ne donne jamais des exemples. Donc, la norme, il dit il faut identifier et savoir hiérarchiser les impacts et les aspects. Mais jamais il donne des exemples. Ça, c'est juste un exemple. Donc, l'échelle pourra être de 0 ou bien de 1 jusqu'à 10, il pourra être de 1 jusqu'à 5, il pourra prendre en considération la maîtrise, la sensibilité, l'être humain, la flore, la faune, l'environnement, tout ce que vous voulez. Ça dépend du contexte de l'organisme. Ça, c'est là qu'on doit vraiment retourner au contexte de l'organisme pour pouvoir gérer les enjeux et identifier qu'est-ce qu'on doit prendre en considération comme critère. C'est là l'importance du contexte. Donc, mais la norme, il n'exige jamais une manière ou une méthode. Ok, c'est clair. D'accord? Donc, je passe à la partie de la conformité réglementaire. Ça, c'est une partie très importante parce que, comme on a dit, c'est selon le contexte légal où se trouve la société, la législation, elle est différente. Donc, on doit se conformer par rapport au texte de loi, par rapport à la législation en application dans le pays. Donc, l'entreprise, il doit identifier les obligations de conformité qui est relative aux aspects. Pourquoi les aspects et non pas les impacts? Parce que lorsqu'on a une activité qui se base sur la consommation des ressources et qui a des émissions atmosphériques, on doit se conformer, on doit identifier quelles sont les obligations par rapport aux émissions atmosphériques. Par exemple, si on est en Europe, on doit se conformer à la réglementation européenne. Si on est au Maroc et le Maroc ne manque pas de loi, donc on doit se conformer par rapport à ces obligations
légale. D'accord? Donc, on doit accéder aux obligations en vigueur, c'est-à-dire on doit toujours garder l'œil sur le journal, le bulletin officiel, parce que le journal officiel, c'est là où le Maroc, par exemple, dans notre contexte, il publie tous les textes de loi. Donc, vous allez dire que ce n'est pas aux responsables qualité ou HSE de déterminer ces obligations, parce que ça nécessite un staff juridique, ça c'est vrai, parce que c'est difficile de comprendre et d'interpréter ces lois. Donc, on va parler par rapport aux plateformes qui aident à garantir la veille réglementaire. Donc, en fin de compte, l'entreprise doit identifier, accéder et prendre en compte les obligations légales du système de management environnemental. Donc, il s'agit d'établir une veille réglementaire, c'est-à-dire de veiller à ce que tous les textes de loi sont appliqués et pris en compte. Donc, vous allez dire que les textes de loi, c'est un processus dynamique et n'est pas statique. À chaque fois, du jour au lendemain, on envoie des lois. Par exemple, le Maroc, depuis 2016, après l'organisation de la COP 22, on a vu des dizaines de nouvelles voies qui luttent contre la pollution de l'environnement. Donc, la réglementation marocaine, il devient de plus en plus stricte et qui encadre vraiment beaucoup d'activités. Il parle pratiquement de toute activité industrielle qui pourra avoir des aspects et des impacts néfastes sur l'environnement. D'accord? Donc, on doit analyser ces obligations d'une manière détaillée pour corriger les gaps et pour répondre à ces exigences. D'accord? Donc, il y a de nombreux textes réglementaires au niveau national. Je parle de l'exemple de Maroc. Donc, la réglementation marocaine, plus ou moins, il est semblable à la réglementation européenne ou bien évidemment française. Donc, les textes de loi ils sont classés par thème: eau, air, bruit, déchets, liquides, déchets, solides, gazeux, les émissions, CO2, etc. Par domaine d'application. Donc, concernant les ménages, les particuliers, les petites industries, les grandes installations, l'industrie lourde, etc. Et il est classé par niveau d'application. Donc, on a, que ce soit des lois, des articles avec un code L ou bien la réglementation explicative qui est sous forme de décret arrêté avec la lettre R généralement comme code. D'accord? Et par domaine de droit, on a le code de l'environnement ici au Maroc, on a le code de travail, on a le code de la santé publique, le code de l'énergie, le code de la construction, etc. Donc, chaque domaine, il est suivi ou géré par un code bien spécifique. D'accord? Donc, le mieux, c'est d'avoir un comité juridique qui va expliquer les lois ou de faire recours à quelques prestations précieuses qui existent au Maroc, qui sont des plateformes de veille réglementaire personnalisées. Donc, on fait appel à un fournisseur qui va développer une plateforme selon l'analyse qu'il va faire pour votre activité, etc. D'accord? Donc, ces plateformes, il existe. Il y a plein de concurrence. Donc, ils sont performantes. Moi, j'ai déjà l'expérience avec quelques plateformes et ça aide beaucoup. Quand on est un responsable HSE, ça aide beaucoup pour veiller à ce que les textes de loi ils sont bien respectés. D'accord? N'oubliez pas que le Maroc, il envoie toujours des comités d'inspection pour s'assurer que les textes réglementaires ils sont bien applicables. Actuellement, on a des visites de la police d'environnement parce que je sais que la majorité ne sont pas au courant par rapport à ça, mais ça existe. On a la police environnementale et qui vient visiter et faire l'inspection pour détecter les cas. Si jamais une entreprise ne respecte pas les textes réglementaires, il va recevoir des pénalités vraiment grandes. D'accord? Donc ça, c'est juste à titre informatif. Donc, on passe à la partie planification des actions. Donc, on a déterminé les risques et opportunités par rapport à notre système. On a déterminé à travers l'analyse nos aspects et nos impacts significatifs et on passe à l'action. L'action, c'est la planification des actions pour répondre aux aspects environnementaux significatifs, aux obligations de conformité, bien sûr, et aux risques et opportunités qu'on a. Donc, il faut planifier également la manière d'intégrer et d'implémenter
ces actions dans le système de management environnemental parce que le système il est composé par des processus. Et chaque processus, il a sa particularité. Et chaque processus peut-être contiendra des gaps par rapport aux exigences et par rapport aux risques et opportunités définis. Donc, on doit définir et planifier cette manière de prendre en considération dans les processus et bien sûr d'évaluer l'efficacité de ces actions. Donc, bien sûr, bien évidemment, ça, c'est une nouveauté. On doit également prendre en compte les options technologiques, commerciales et financières de l'entreprise. Si jamais la technologie permet d'acquérir un instrument ou un équipement qui va freiner ou qui va minimiser l'impact environnemental négatif, on doit l'utiliser. Si nos ressources financières sont assez suffisantes pour éliminer carrément un aspect, c'est-à-dire si on consomme une matière première rare, donc on pourra la remplacer par une autre, peut-être plus chère, mais si nos ressources financières sont suffisantes, pourquoi pas? Donc la norme, il incite les entreprises à prendre en compte tous ces enjeux. D'accord? Passons après aux objectifs. Donc, système, pour qu'il soit efficace ou pour qu'on puisse juger de son efficacité, on doit déterminer des objectifs. Un objectif pourra être un indicateur, pourra être une finalité, pourra être cité dans notre politique environnementale, etc. Donc, l'essentiel, c'est de pouvoir incarner ce qu'on a tracé, ce qu'on a planifié comme objectif. Donc, on doit prendre en considération les aspects qu'on a, les enjeux, risques et opportunités, les obligations de conformité légale et réglementaire, les attentes des parties intéressées et également ce qu'on s'est engagé sur la politique environnementale. Tout ça pour déterminer des objectifs SMART. Donc, la règle SMART, elle est valable dans tous les systèmes de management. Donc, SMART, c'est-à-dire qu'on doit avoir un objectif spécifique, mesurable, atteignable, réaliste, c'est-à-dire qui émane de la réalité de l'entreprise, et bien sûr, il est limité dans le temps. C'est-à-dire qu'on pourra mesurer après une période d'un mois, 3 mois, 1 an, etc. Mais quand même, il doit être limité dans le temps. Donc, je vais expliquer d'une manière pratique comment on pourra établir un objectif. Donc, si une entreprise, par exemple, travaille dans ses processus avec l'eau, donc l'eau, c'est une ressource naturelle rare, donc il doit minimiser par 5% et 10%, je dis n'importe quoi. Ça, c'est un objectif mesurable. Donc, on doit mesurer chaque mois ou chaque semaine ou chaque shift, etc. Ça, c'est un exemple d'objectif. Ou bien, une entreprise qui génère des déchets solides qui ne sont pas recyclables. Donc, il va déterminer comme objectif la minimisation du pourcentage de déchets. C'est-à-dire qu'il va minimiser dans un semestre 15% de ces déchets. Donc, il va déployer toutes les mesures possibles et bien sûr atteignables qu'il pourra déployer pour atteindre ses objectifs. D'accord? Donc, ces objectifs, généralement, ils sont tracés et suivis dans le programme environnemental. Je ne vais pas dire que la norme, il exige à l'entreprise d'avoir un programme environnemental, mais c'est parmi les bonnes pratiques des entreprises. Moi, par exemple, comme responsable HSE, je fais toujours établir mon programme environnemental annuel, c'est-à-dire chaque début d'année ou bien fin de l'année précédente, je déploie mon programme environnemental en cohérence avec la stratégie de l'entreprise et bien sûr avec l'aide du management. D'accord? Donc, on pourra avoir comme projet dans le programme environnemental, projet et objectif. C'est la même, ça va dans la même voie. C'est pas la même notion, mais ça va dans la même voie. Donc, je peux fixer comme projet dans mon programme la réduction de consommation de papier. Parce que lorsqu'on dit papier, on dit le bois, on dit les arbres, etc. Donc, je vais fixer comme projet la réduction de consommation d'eau et d'électricité.
Si je fais le jardinage avec je ne sais pas combien de mètres cubes d'eau, je vais changer mon jardin. Je vais mettre des plantes qui ne consomment pas d'eau. Je vais éliminer le gazon, etc. Je vais implanter des arbres. Ça, ce sont des exemples de projets qu'on pourra implémenter. Je vais réduire les déchets solides à la source, par exemple. Donc, je vais utiliser une méthode ingénierie qui va minimiser les déchets. Je vais minimiser l'utilisation des produits chimiques, etc. C'est dans la mesure de possible. D'accord? Donc, c'est ça le programme environnemental et c'est une bonne pratique, mais pas une exigence de la norme.